Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce deuxième numéro du débat pour le compte de cette semaine. Cette semaine qui reste la semaine de grâce pour les débiteurs de la Société béninoise d'énergie électrique. C'est bien sûr l'information phare à retenir de la conférence de presse annoncée, animée, j'allais dire, par le directeur général de la Société béninoise d'énergie électrique SB2E le vendredi 8 juin 2018 à Cotonou en présence des directeurs régionaux et des membres du comité et de direction de société. Et bien sûr, on va tout à l'heure décortiquer cette actualité avec les confrères qui sont déjà sur ce plateau. On parlera également du programme de vérification des importations nouvelle génération sous le président Patrice Talon. Et puis, aujourd'hui, c'est la journée mondiale contre le travail des enfants. Comment éradiquer le travail des enfants en République du Bénin? On en parlera avec Rodrigue Ronvo, qui est le directeur de publication du journal Sud Courrier. Bonjour, bienvenue. Bonjour. À vos côtés, Aurélien Aissou, qui est le directeur de publication du quotidien Carte sur table. Bonjour. Chris, bonjour. Et puis, sur ce même plateau, Mathias Sossou, qui lui est le directeur général du journal Le Gongoneur. Bonjour. Bonjour, chers confrères, bonjour, chers téléspectateurs. Voilà, je commence avec vous, Rodrigue Ronvo, le directeur général de la SB2E, Laurent Tosso, est monté au créneau le vendredi dernier pour avertir ceux qui doivent de l'argent à la SBE à travers des factures non payées. Et c'est cette semaine-là qui constitue un peu comme la semaine de grâce. Est-ce que vous saluez le fait? Absolument, je crois que la SBE, les problèmes que vit la SBE aujourd'hui sont le fait que beaucoup de gens doivent des millions de francs CFA à la SBE, jusque-là n'ont pas encore pensé qu'ils pouvaient aller solder. Je crois que la démarche est à saluer et à encourager. D'autres sociétés devraient suivre cet exemple-là parce que à cause des dettes, par exemple, je crois, la société est obligée de faire des coupes là où elle ne devrait pas faire. Et je crois que le directeur a jugé bon qu'il était temps pour que tous ceux qui doivent de l'argent à la SBE, quand même, c'est un produit de grande consommation. Tout le monde a besoin d'énergie. Tout le monde a besoin de l'électricité, c'est lui. Et je crois que ceux qui utilisent ce service doivent être prêts en retour à aller payer la contrepartie. C'est normal. Pour moi, quel est le bien fondé de cette sortie médiatique? Oui, la SBE aussi a besoin des moyens pour survivre. Donc, si après la prestation, selon le contrat, vous devez payer. Donc, vous devez faire face à la facture de la consommation de l'énergie électrique que vous aurez déjà consommée. Donc, c'est tout à fait normal. Donc, moi, je ne vois pas le problème. Au contraire, il faudrait qu'il réussisse dans sa mission. Il faudrait qu'il réussisse. Mathias Sossou, votre analyse également de cette initiative d'avertir d'abord avant de frapper. Bon, je dirais d'entrée de Dieu que c'est une bonne initiative. On dit souvent que si un fétiche n'avertit pas, il ne tue pas. Et c'est le moment de féliciter quand même et d'encourager ce jeune directeur qui vient de prendre les taureaux par les cornes. Et je crois qu'il est temps que quelqu'un commence quelque part. Depuis la création de cette société, en tout cas ce que moi je crois, depuis que moi je suis là et j'observe la scène politique ici, les gros débiteurs, ce sont nos politiciens qui sont cachés derrière des sociétés, qui utilisent les petits débiteurs qui ne consomment que 2 000, 3 000, même 5 000 francs. On vient les couper, parfois même on enlève leurs compteurs et ils sont obligés d'aller payer 3 500 ou 3 500 fois 7 comme ça avant qu'on ne les remette. Alors qu'il y a dans le même pays des citoyens qui sont là, qui consomment des centaines de millions sans être inquiétés. Et je crois qu'il faut quand même quelqu'un pour commencer, pour donner l'alerte quand même, pour que désormais les choses soient corrigées. Et c'est en cela que je vais féliciter quand même Laurent Tossou, le directeur de la SBE, qui vient quand même d'annoncer les couleurs pour renflouer quand même les caisses de l'État. Alors, Rodrigue Ronvo, l'intérêt de ce sujet notamment, c'est peut-être d'attirer l'attention. Peut-être les téléspectateurs ne le savent-ils pas. Mais récemment, on a vu, où il y a de cela plusieurs mois déjà, la SBE avait certainement révélé aussi des affaires d'impayés avec une société. Ça avait fait tout un tollé parce qu'on a vu des logiques politiques derrière. Est-ce que cette sortie-là, qui consiste à mettre tout le monde dans un même plat, ne constitue pas, j'allais dire, un bouclier contre peut-être des interprétations subjectives après? Oui, c'est absolument. Je crois que Laurent Tosso est dans son rôle de vouloir faire rendre grâce à ceux qui doivent de l'argent à sa société. N'oubliez pas que ceux qui doivent fondamentalement de l'argent à la SBE ne sont pas les populations qui consomment l'énergie. Vous prenez sur la liste des grands débiteurs de la SBE, les gros débiteurs là, il y a des sociétés d'État
qui sont là, qui ne paient jamais leurs factures d'électricité. Elles ne paient pas les factures d'électricité, elles ne paient pas les factures d'eau. Si vous faites le diagnostic pour voir quels sont les gros débiteurs, vous verrez que d'abord, ce sont les sociétés d'État. Et comme disait le confrère tout à l'heure, c'est à la suite de ça, des hommes politiques proches du gouvernement ou pro-gouvernement, ou qui sont là, qui sont aux affaires, qui pensent qu'ils ne peuvent pas être inquiétés tant qu'ils sont aux affaires. Donc, payer les factures de la SBE ou de la SONEP, ça ne les engage en rien, ça ne les inquiète pas parce qu'ils savent que personne ne viendra chez eux. Je vois du mal, je vois très mal un agent de la SBE aller dans le domicile d'un député, d'un directeur général. Mais apparemment, c'est la nouvelle dynamique maintenant. Ah, mais bon, est-ce que ce ne serait pas seulement l'effet d'annonce recherché? Tossou s'est débarrassé déjà, il a dit devant la presse, je vais faire rendre gorge aux députés de la SBE, si vous ne régularisez pas, on viendra vous couper et ça s'arrête là. La même opération s'est déroulée l'année dernière. On a même vu en septembre certaines personnalités qui se sont vues couper, quel que soit le bord politique. Mais bon, il y en a forcément qui n'ont pas été inquiétés. Moi, je souhaite que cette fois-ci, que ce ne soit pas seulement l'effet d'annonce, que ce ne soit pas seulement... voilà, j'ai eu le courage de venir devant la presse pour dire, vous devez de l'argent, venez payer, mais que ce soit véritablement des gens... Que l'opération aille au bout. Jusqu'au bout, et que ceux qui doivent des millions, des gens doivent des millions à la SBE, utilisent le courant de la SBE pour faire du commerce avec. Ils mettent ça dans des installations privées où ils gagnent de l'argent, mais ne veulent pas en contrepartie payer les services de la SBE. Ça fait que, vous voyez, tout le temps, vous voyez sur des installations, des poteaux, des nids d'araignées, comme elles les appellent, vous voyez des poteaux s'affaisser où il faut investir, mais la société finalement n'a pas les moyens d'aller jusqu'au bout. Mais je crois qu'il faut saluer l'initiative du DG Laurent Tossou. Je crois qu'il essaie, malgré les moyens qu'il a à sa disposition, de faire quelque chose de potable à la tête de cette institution. Alors, lorsqu'on décrit peut-être l'inexistence ou l'indisponibilité de l'énergie électrique, Aurélien Aïsson, il faudrait aussi qu'on s'acquitte de ses devoirs en tant que citoyen. Est-ce que vous ne pensez pas que ça interpelle tout Béninois, qui qu'il soit? Oui, en me rejoignant et aux déclarations de mes confrères tantôt, je suis tout à fait d'accord. Et c'est la population qui en partie, parce que les vrais députés ne sont pas la population, ne constituent pas la population. Au contraire, ce sont les gros bonnets et ceux qui se cachent derrière la politique pour prétendre et être soutenant le gouvernement bien, en tout cas tout régime, et qui ne paye jamais. Ce sont eux, c'est à eux qu'on s'adresse. Néanmoins, n'a pas eu de cible. Néanmoins, oui, bon, si on dit qu'on doit adresser et tout débiteur doit être incarcéré. Moi, je me pose une question, parce que c'est difficile. Parce que qui a les moyens ne peut pas payer. Je parle des populations. Si les populations, et là, moi, je vais même sur un volet social. Par exemple, celui qui doit 3 000, 5 000, ça dit, effectivement, il ne peut pas avoir l'argent et ne pas aller payer. C'est difficile, il peut aller faire un prêt après, lorsqu'on l'aura coupé. Néanmoins, les gros députés, ce sont les politiciens qui ont des sociétés. Et même quand on dit qu'on va arrêter les gens. Mais nul n'est au-dessus de la loi. Qu'on va arrêter les gens. Est-ce que ce sont les directeurs de cette société d'État qu'on va arrêter? Comment se fera cette procédure? Parce que quand les populations, c'est déjà pour ces populations, mais quand les patrons de ces sociétés d'État, quand serait-il de le sort? Donc moi, je me pose cette question, et que véritablement, le verre aussi dans le fruit, hein, il a aussi au niveau de la SB, il faudrait qu'ils ménagent aussi, qu'ils fassent le ménage à leur niveau. Parce que les employés, ceux qui vont faire les coupures, tout ça là, ils sont souvent en connivence avec des gens. Comment utiliser une quantité d'énergie payée plus faible que ceux qui n'ont même pas assez de matériel? Il y a aussi ce problème. D'accord. Je vais clôturer avec vous, Mathias Ossou. Est-ce qu'on ne va peut-être pas donner au bénéfice du doute, où on ne va pas peut-être donner la foi à cette direction générale de la SBE2 en croyant en elle et peut-être en voyant la suite des opérations? Oui, moi je crois qu'il faut laisser le temps au temps. Le DG SBE vient de commencer, il a donné la lettre. Moi je crois qu'il faut le laisser aller jusqu'à la fin de ses idées pour qu'on puisse savoir ce qui est caché derrière. Parce que si on le dit tout de go, comme quoi il va écarter certains qui sont proches du pouvoir ou d'autres qui sont éloignés, moi je crois que c'est lui faire un faux procès. Parce que le gars, il vient de commencer, il dit je vais punir ceux qui doivent de l'argent, ils n'ont qu'à rembourser. Sinon, on va faire ci, on va faire ça. Il faut le laisser, on va voir. Moi, je ne voudrais pas couper le doigt. Ce n'est pas le fait de finir qui pose le problème. Il vient de commencer une opération. Il a annoncé devant tout le monde que les faussaires seront traduits en justice. Mais à la fin,
qu'est-ce qui est fait? Nous voudrions qu'à la fin, le désir à la fin. Non, nous voudrions quand même. On fera le bilan après. Des compteurs prépayés ici. Personne n'est plus revenu pour nous dire ce qu'il en est. Oui, mais pourquoi voudriez-vous mettre la charrue avant les bœufs? Est-ce que nous ne sommes pas de la justice? La justice serait en train de faire son travail. Si on met 20 ans pour rendre justice dans ce domaine-là, on n'aura jamais de résultat. Oui. Il faut qu'on se fixe une échéance pour savoir qu'il a dit cette semaine, il donne un délai de grâce. Nous estimons que déjà à partir de la semaine prochaine, les actions sur le terrain vont nous permettre d'évaluer pour dire voici la liste des débiteurs, des gros débiteurs. On n'a pas publié la liste. Des sociétés d'État ont publié des listes des débiteurs. Il faut qu'on publie la liste des débiteurs. Alors, on va évoluer dans ce débat. Le dimanche dernier, le capitaine des douanes, Marcelin Laourou, était allé sur la radio CFM pour pouvoir apprécier l'actualité nationale. Entre autres sujets, il a abordé le programme de vérification des importations nouvelle génération. On va suivre le résumé de son intervention. C'est un élément qui a été réalisé par Latif Boni. Le programme de vérification des importations tel qu'appliqué actuellement permet à l'État de renflouer les caisses. C'est ce que dit Marcelin Laourou. Le secrétaire général du syndicat des douanes du Bénin était ce dimanche 10 juin 2018 sur l'émission 4 sur table de Océan FM. Le programme de vérification actuel est bien différent de celui du temps du régime précédent, a-t-il fait savoir. Marcelin Laourou a souligné que les agents des douanes sont impliqués dans l'exécution du programme, réalité bien différente des conditions d'application de l'ancien PVI. Si le PVI était ramené dans les mêmes conditions, j'allais toujours le dénoncer, m'a-t-il avant d'ajouter, j'ai dit plusieurs fois qu'il y a eu amélioration, ce n'est plus le même PVI. Le secrétaire général de SIDOB a également planché sur le redéploiement du personnel des douanes. Les dernières affectations à la douane sont intervenues seulement le mardi 4 juin 2018. L'interdiction de commerce de l'essence de contrebande a également fait réagir Marcelin Laourou au cours de l'émission. Le capitaine des douanes dit maîtriser les canaux de transport de l'essence de contrebande. À l'en croire, la douane n'attend que l'entrée en vigueur du nouveau code pénal pour agir. Voilà, Mathias Ossou. Oui. Sur la vidéo, je peux conclure que autre temps, autre mœurs. Marcelin Laourou, qui au Bénin ici ne le connaît pas en tant que douanier, qui est rejeté avec force et vigueur. Le PVI sous Yahi ici, et même pendant les campagnes, j'ai ces vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Et il avait fustigé dans ces vidéos-là l'inopportunité du PVI. Mais aujourd'hui, quand c'est la même personne qui revient dire que... Mais le PVI n'a plus le même contenu. Ah, c'est lui qui le dit. C'est lui qui le dit. Non, lorsque ça a été réintroduit, on parle de PVI nouvelle génération. Un instant, oui. Un instant, oui. Donc, le même douanier, capitaine aujourd'hui, qui en temps était contre aujourd'hui, a trouvé que c'est bienvenu et qu'il y a eu changement au niveau du contenu et que c'est bien que ça favorise maintenant le flux, l'entrée des sous dans la caisse de l'État. Bah, je ne peux que le féliciter pour ce travail-là qu'il fait. Et d'abord, remercier au premier chef le président de la République qui a su, vous savez, c'est... Moi, à l'analyser, j'ai compris finalement que c'est un président qui sait mettre les gens devant leurs responsabilités. Ce Laourou qui était contre aujourd'hui, quand Talon est venu, il aurait pu l'enlever du port et le jeter quelque part. Mais il a laissé là, il a observé, il a mis là devant le fait accompli. Et c'est lui qui exécute ces travaux-là aujourd'hui. Et c'est lui-même qui revient aujourd'hui et dit « Ah, non, c'était bon ». Donc ça veut dire que quelque part... je ne peux pas donner carte blanche au PVI parce que je ne suis pas du secteur. Mais si déjà Laourou, qui était contre, aujourd'hui revient dire que c'est très bon, en tout cas, moi je m'en tiens à ces propos et la lutte continue. Et je le cite, Rodrigue Ronvol, le mois passé, nous avons fait 113% au port et ce mois-ci, nous irons à 120% des objectifs. Bon, réaction. Moi, je ne partage pas l'ironie de mon doyen. Vous m'excuserez parce que nous avons un problème au Bénin. Une fois qu'on a déjà mis la main dans une pâte qui est froide, quand on nous sert cette même pâte dans le même bol dans lequel on nous l'a servi, nous croyons toujours que la pâte est toujours froide. La loi a été claire dans sa déclaration. Il dit au départ, tel que servi, le PVI qu'on avait présenté sous le régime Yahi
n'avait pas un contenu qui satisfaisait la douane. Il a été limpide dans son explication. Il a dit pour que ce nouveau PVI, d'abord qu'on appelle Programme Novateur de Vérification des Importations, c'est dit qu'ils ont changé la dénomination de PVI Nouvelle Génération. Il a été clair, il a dit il y a eu un arrêté ministériel. Et c'est la douane qui a travaillé sur les tests qui fondent cet arrêté-là. Ce sont les douaniers qui ont été impliqués en amont comme en aval pour définir le contenu des tests, pour l'envoyer d'abord au ministère. Le ministère a adopté le test, a pris l'arrêté et a mis en exercice le PVI, Programme Novateur de Vérification des Importations. Maintenant, quand on en vient aux conséquences de ce PVI-là sur les activités commerciales, il faut reconnaître deux choses. Aujourd'hui, demander à ceux qui sont dans le secteur portuaire. Moi, je me suis évertué à appeler quelques amis importateurs pour dire, mais vous, comment ça passe? C'est vrai que quand il y a de nouvelles réformes, il y a de petits problèmes d'adaptation. Les Béninois sont coriaces. Nous savons que c'est difficile d'imposer à un Béninois de suivre une voie qui est juste et réglementaire. Mais qu'est-ce qu'on veut à la fin? On veut que l'argent rentre dans les caisses de l'État. Là, Roi dit, et ça peut se vérifier. Il dit les recettes nettes de la douane sont galopantes. Le mois surpassé, ils ont fait 102% ou 103%. Le mois passé, ils ont fait 113%. Et les prévisions pour ce mois-ci sont déjà à 120%. Ça voudrait dire que ça marche. Si ça ne marchait pas, les gens n'iront pas jusque-là. Aujourd'hui, qu'est-ce que la douane dit? La douane dit, dans le premier PVI, on ne nous a pas impliqués. Dans ce PVI, ils nous ont impliqués. Ils nous ont donné plus de latitude. Par exemple, vous allez à Bénin Contrôle. Celui qui gère les bordereaux pour voir si les valeurs correspondent, quelle valeur il faut donner à cette marchandise-là, c'est un inspecteur des douanes qui est là, qui fait le travail. C'est-à-dire que le travail principal qui revient à la douane lui est revenu maintenant. La douane est en amont et en aval de l'application des tests. Ça voudrait dire que la douane se sent maintenant plus impliquée. Avant, les douaniers étaient là. Ils regardaient, ils observaient et ils ont dit que si c'est ça, ça ne marcherait pas. Donc, on a retiré le test, on a corrigé, on a mis les quelques recommandations que la douane avait formulées en son temps dans ces tests-là. Vous me permettez, je vais soulever... Avant d'en arriver à vous, vous allez patienter. Vous savez, PVI, Nouvelle Génération et PVI sous Yahi, c'est les mêmes acteurs. Hein. Il n'y a pas eu de changement. Le géniteur même, c'est le géniteur même qui gère aujourd'hui. Tu as un projet. Écoutez. Oui. Ça veut dire que, quelque part, ceux qui avaient critiqué le PVI sous Yahi avaient raison alors. Si on s'en tient à ce que tu dis. Oui, ils ont dit que le contenu dans le temps ne les arrangeait pas. Alors là, ça veut dire que le président Yahi aussi avait raison de supprimer, de mettre fin à ce projet-là. Parce que dans le temps, le contenu n'arrangeait personne et ça ne générait rien. Qui en était l'auteur? C'est aujourd'hui ceux qui sont... Maintenant, qui étaient à la base... Ce qu'on va faire... Moi, j'ai un projet... Non, je reviens. C'est comme si j'ai un projet. J'ai un bon projet, c'est viable. Mais il y a des erreurs dedans, des coquilles dedans. Et au moment de présenter le projet à mes collaborateurs qui doivent m'aider à exécuter le projet, ils trouvent que le projet, en tant que tel, exécuté comme tel, ne nous apporterait rien du tout. Et ils ont décidé... Ils ont dit, on rejette ça comme ça. Je retire le projet, je rentre en laboratoire, je travaille dessus. Ceux qui ont rejeté le projet, je les appelle maintenant pour dire, maintenant je vous donne le projet, travaille dessus, enlevez les coquilles pour que ça puisse être viable. Et ils ont travaillé dessus. Là où on a vu que le test d'application du PVI maintenant tel quel, ça peut marcher pour le pays. Et ça marche. Eh bien, vous n'êtes pas seulement deux sur ce plateau, Aurélien Aïsson. Oui, j'espère que j'aurai le même temps de parole, hein, parce que le débat est un débat dans un autre débat. En fait, moi, je partage parfaitement ce qu'a dit le DP congolais. Franchement, la même bouche qui avait dit que c'était froid vient de dire que c'est chaud. Passons là, maintenant, une pause. Et c'est par là que je remercie aussi le chef de l'État. Parce que c'est de l'ironie. Il se rend lui-même à l'évidence que ce que tu avais refusé, on te fait faire. Et il vient ça, il non, pas contraire. Si on l'avait pas maintenu au poste, il ne nous dirait pas cela. Non, mais Aurélien, pourquoi voulez-vous forcément faire de la fixation sur lui-même? Est-ce que ce ne serait pas mieux qu'on calque le débat sur l'application actuelle du PVI? C'est parce qu'on ne voulait pas de la personne là. On va recentrer, s'il vous plaît. On va recentrer le débat. Aurélien Aïsson, est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, le PVI, en l'état actuel, fait plus de bien à l'économie béninoise qu'avant? C'est ça ma question. C'était dans le même état. Vous allez essayer d'oublier un peu. C'était dans le même état. Je vais donner quelques données statistiques. Peut-être, attendez. Aurélien d'abord. Je veux connaître votre position d'abord. C'était le même contenu. Mais dans ceux qui sont chargés de l'exécuter, s'ils ne voulaient pas.
Qu'est-ce qu'on peut dire? S'il avait des intrigues politiques entre les chefs d'État et le conseiller lui-même, et Patrice Talon. Donc ces personnes ne voulaient pas de la tête de la personne. Comme Manigassé, on disait, on a osé, ce Marcel-là a osé dire que lui voulait un débat contacté avec Patrice Talon dans ce pays. Maintenant, c'est lui qui a conçu son projet et il revient maintenant. Vous-même vous dites, on vous a laissé pour ce Bon, d'accord. Oui, vous avez des statistiques. Moi, je crois qu'on fait des fixations sur des personnes au lieu de faire des fixations plutôt sur l'appareil même PVI. D'abord, il dit... Non, mais là, vous avez... Bien sûr. Un instant. Ça, c'est mon opinion. Très bien. On va l'écouter. Ok. Maintenant, ressentons le débat. Oui. Il dit c'est le même contenu. Je réaffirme que selon les paroles de ceux qui sont plus habilités à nous donner l'information, ce n'est pas le même contenu. Ils ont dit que le test a été révisé. Qu'il y a Non. Ce sont des exécutants. Même si ce sont des exécutants, ils ont dit d'abord que le test a été révisé, que c'est la douane béninoise qui a travaillé sur le nouveau test et que ce n'est même plus PVI comme avant ces programmes novateurs de vérification des importations. Maintenant, je vais donner quelques... Ils ont dit, avant, quand vous amenez une marchandise au port de Cotonou, que c'est en destination de l'Interland, c'est qu'on vous envoie d'abord sur le parc d'Alada, après vous faites les papiers, et on vous ramène encore sur le port de Cotonou avant que la marchandise ne prenne la route de sa destination finale. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Aujourd'hui, les formalités administratives autour de l'enlèvement des marchandises à destination de l'Interland a été amenuisées. C'est dit. Très bien. Alors, merci à tous. On va évoluer. Un instant, tous. Quand le S'il vous plaît. ça fait des frais en plus. Très bien. Pour le consommateur final. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes le... Aujourd'hui, corriger ça. Oui. Ça voudrait dire qu'on peut aller de l'avant. Je vais donner encore... S'il vous plaît. C'est bon de critiquer. Pour amener quand même ils ont critiqué et le géniteur leur a donné plein pouvoir pour enlever ce qui n'était pas bon. Ok, c'est bon, c'est bon. Dire que c'est le même test. Alors, c'est parce qu'on les a mis devant le fait accompli qu'ils ont été obligés d'avaler ça. Je crois qu'il y a la béninoise. Très bien. Nous allons évoluer dans cette émission. Aujourd'hui, nous sommes le 12 juin et je l'ai annoncé dans mon introduction. C'est la journée mondiale contre le travail des enfants. Aurélien Issou, est-ce que vous avez l'impression qu'au Bénin, le travail des enfants existe encore? Tout à fait. Quand même, au quotidien, on voit ça. Et les enfants qui vendent les femmes, ou bien ceux qui ont même moins de 12 ans, qui sont déjà dans l'apprentissage, c'est aussi du travail. Bon, moi, je vois que le constat est puant. Néanmoins, on voit que nous avons des tests, maintenant on voit les moyens de les faire appliquer. C'est là il faut aller. Et il y a aussi le problème du sous-développement, parce que celui qui n'a pas les moyens, qui a 8 à 10 enfants, comment il peut faire pour les faire nourrir? Mais si un homme dit, bon, viens, envoie-moi ton enfant, je vais le garder. L'enfant est obligé de se soumettre à des travaux précoces. Donc c'est pour cela que ça persiste encore. Mathias Sossou, est-ce qu'on peut en finir avec le travail des enfants au Bénin? Oui, on peut en finir si les gouvernants qui se succèdent réfléchissent sur cela. Vous savez, je vais d'abord donner un exemple sur le Ghana. Et au Bénin, ici, dans les années 80 jusqu'à 90, 95, le Béninois ne pouvait pas appeler un cordonnier. Il ne connaissait que le shoemaker. Mais il a fallu qu'un président arrive au pouvoir au Ghana pour que tous les Ghanéens soient rappelés dans leur pays. Ça veut dire qu'il y a eu une politique pour les reconvertir. Chez nous au Bénin, vous allez constater que depuis un certain temps, quand on a commencé par parler de la gratuité de l'école primaire, secondaire pour les filles, il n'y a plus d'abandon comme ça au niveau de la gente féminine quand on observe. Et aussi, à côté de cela, il faut quand même créer des conditions pour que les enfants soient à l'aise, c'est-à-dire se sentent un peu concernés par le développement de leur pays. Et quand déjà, à une année scolaire, on déclenche des grèves et on laisse les enfants se promener dans les rues pendant 3 mois, 4 mois, et après on leur demande de revenir, ils ont déjà oublié cette habitude de se lever le matin pour aller à l'école, tout ça là. Donc, ils préfèrent aller commencer par faire un petit truc là pour se trouver de l'argent et vaquer à leurs propres occupations. Donc, moi, je crois qu'il faut quand même un travail de base pour amener quand même les parents à prendre en charge les enfants et à demander quand même aux enfants aussi de savoir que l'avenir, c'est devant et non tout de suite. Parce que ce qui se passe chez nous au Bénin, les enfants de 5 à 6 ans qu'on met en apprentissage, après 3 ans, il va finir. Il n'a même pas encore 10 ans.
comment il va commencer par travailler? Il est toujours enfant. Et quand il est recruté par quelqu'un, il va être suremployé ou bien sous-employé. Donc, moi, je crois qu'il faut quand même un travail de soubassement pour amener les parents à conscientiser les enfants sur ce qu'ils doivent faire à l'avenir. C'est comme ça, moi, je trouve ça. Rodrigue, on va comment expliquer la persistance du travail des enfants au Bénin? Est-ce l'excès du nombre d'enfants par famille ou c'est un problème de conscientisation? Les deux. Parce que vous voyez, Aurélien vient de soulever un sujet dans un foyer où il y a déjà 8 enfants. Et que le père, je donne un exemple tout bonnement, hein, le père, je sais pas, il est instituteur et qui gagne approximativement 120 000 ou 160 000 francs le mois et qui doit subvenir aux besoins de 8 enfants plus sa mère, payer les charges locatives, les charges de maison, tout ça, et revenir à lui-même, ça voudrait dire qu'il y a déjà un problème. Chez nous, nous aimons les enfants, donc nous faisons beaucoup d'enfants. C'est dans notre gène comme ça. Maintenant, à un certain moment, ça devient une charge qu'on ne peut plus supporter. Donc, l'enfant voit déjà que son père lui dit déjà qu'il est en charge. Donc, il commence déjà par trouver les subterfuges pour gagner de l'argent. Tout le monde veut gagner de l'argent. Même le petit garçon qui est né aujourd'hui veut gagner de l'argent. Donc, c'est dans notre sociologie de dire, nous voulons travailler. Tout le temps, on chante à la maison, il faut travailler, il faut chercher quelque chose à faire. L'enfant trouve que quand il commence par vendre, par exemple, de l'arachide dans le quartier, c'est déjà un travail. Mais pour constater le travail des enfants, il faut sortir de Cotonou un peu. Et le phénomène est persistant à Cotonou. Parce que je crois que le gouvernement béninois a pris conscience du problème, de l'ampleur du problème en 2008, où ils ont commandité une étude pour dire qu'il faut évaluer l'impact du travail des enfants ici au Bénin. En 2017, je crois, Mme Adijatou Matisse, le ministre du Travail aussi, a poursuivi dans la droite ligne de ce qui avait été amorcé en 2008 pour lancer quelques créneaux. Mais comme disait déjà Aurélien, nous avons des lois, mais nous n'avons pas les moyens de les appliquer. Si véritablement les autorités judiciaires décidaient de mettre fin au travail des enfants, je crois qu'on se saurait donner les moyens d'aller jusqu'au bout. Et aussi, il y a le problème du galet quotidien de tous les jours. Les gens ne mangent pas. Mais bon, puisque manger ne conditionne pas d'aller satisfaire l'autre besoin. Et quand on satisfait l'autre besoin, on sait que ça génère forcément des conséquences, qu'il y aura des grossesses. Malgré notre pain, nous continuons de faire des enfants et ces enfants continuent de souffrir. Mais l'État doit nous donner les moyens quand même de protéger cette génération parce que l'enfant, c'est l'avenir, parce que l'avenir, c'est la nation. Aurélien, depuis certaines années, on parle de la gratuité de la scolarité, du moins déjà au cours primaire, même au secondaire, les filles aussi peuvent fréquenter gratuitement jusqu'à un certain niveau. Mais comment expliquer la persistance du travail des enfants encore au Bénin, malgré ces dispositions prises par le gouvernement? Oui, il faudrait que c'est une bonne initiative, mais il faudrait qu'on recadre. Parce que, comme je l'ai dit, il faut aller fouiller au fond. Puisque celui qui est au village, et les enfants, c'est la seule maman bien les veuves, et les enfants sont là. Quand ils iront à l'école, une chose est de la gratuité, mais la fourniture scolaire, le quotidien, comment assurer le déplacement, ce qui va dépenser à l'école, payer les fournitures, tout ça là. Donc il faudrait qu'on revoie. Mais moi je me pose une question. Est-ce que l'enfant qui a peut-être 15 ans, qui est déjà en l'apprentissage et qui n'est pas allé à l'école, contrairement à celui qui va à l'école, parce que celui qui a 15 ans et qui est déjà en terminale, on parle d'enfants surdoués. Mais l'enfant peut aussi avoir le don d'un métier qui les aide. Mais il ne faudrait pas que moi, je voudrais souhaiter que nous attenions à la réalité de sociologie de notre environnement plutôt que de vouloir copier, coller. Sinon, l'enfant qui a 15 ans, il peut être un artisan, il peut être un artiste. Et ça ne veut pas dire qu'il doit nécessairement aller à l'école, parce que ceux qui sont allés à l'école, les chômeurs, il y en a plein. Mais tel que ça se passe aujourd'hui, c'est ça qu'il faut. Tel que ça se passe actuellement, où des enfants sont dans des carrières, sont dans des ateliers de vulgarisation. Dans ça, vous allez le voir dans les zones à Lokosa, ainsi de suite. C'est pas qu'on souhaite ça. Néanmoins, il faudrait qu'on recadre selon les réalités. Par exemple, ils ont commencé par créer les lycées. Ça dit que vous n'êtes plus tenu d'aller les lycées techniques, tant à l'école avant de devenir quelque chose. Donc déjà, même si vous avez un don, par là, vous pouvez l'explorer. Donc, il faudrait que nous recadrions et que les moyens. Si il faut, une chose est d'annoncer la gratuité, mais une chose est de pouvoir faire suivre cela.
D'accord. Mathias Soso, c'est vrai, hein, j'ai annoncé tout à l'heure les mesures prises par le gouvernement, notamment la gratuité de la scolarité, mais on a constaté qu'en dépit de cela, il y a certains phénomènes qui viennent s'y ajouter, comme la déperdition scolaire par exemple. En pleine année, des taux de grossesse qu'on enregistre qui sont parfois exorbitants, qui dépassent parfois l'entendement, des taux de grossesse qui font dresser même les cheveux sur la tête. Malgré ça, est-ce qu'on peut finalement éradiquer le travail des enfants, puisque c'est des gens qui n'ont pas pu achever leur scolarité, qui échouent dans les rues? Oui, je vais prendre le volet de déperdition, grossesse, non contrôlée, tout ça là. Vous savez, c'est à cela que je peux dire que le gouvernement actuel, représenté par le ministre de l'enseignement secondaire technique, Maouyon Kapo, vient de sortir une note de service pour mettre en demeure ceux-là, ces professeurs-là qui ne font que courir derrière leurs élèves. Je crois que si on peut commencer par appliquer un début de sanction dans ce monde-là, ça peut corriger un peu la chose. Et déjà, on annonce pour l'information qu'il y a deux déjà qui sont dans le cas et qu'on va examiner bientôt. Je crois que si on commence par sévir dans ce camp-là, ça peut freiner un peu la chose. Parce qu'il y a aussi que ce sont ces élèves-là qui harcèlent les professeurs. Pourquoi? Parce que elles veulent plutôt des notes sexuellement transmissibles, comme on le dit souvent. Et ça, je crois, c'est un problème du côté des apprenants même. On ne peut pas incriminer les professeurs dans ce sens-là, mais quand même, l'enseignant peut résister et refuser l'avance de son élève, je crois, hein, pour être à l'abri. C'est difficile pour un chat quand il voit une chair fraîche devant lui. Mais il y a parfois, on dépose la viande devant le chat et le chat refuse. Hein. Mais c'est très difficile. Le chat sait qu'il y a un piège là. C'est extrêmement difficile pour un chien de voir un os et de ne pas vouloir y croquer. Okay, d'accord. Tu parlais tout à l'heure de ce que... Est-ce que la gratuité de l'école ne peut pas influer sur le travail des enfants? L'école telle que gratuite aujourd'hui ne permet pas à tous les parents d'envoyer les enfants. Il faut saluer les efforts du gouvernement de Patrice Talon. Parce que quand il est venu, il a dit qu'il faut faire des cantines scolaires. C'est vrai, c'est une bonne initiative. L'enfant peut ne plus venir à la maison à midi, mais manger d'abord. Parce que quand tu ne manges pas, tu n'as pas la tête, tu n'es pas suffisamment concentré pour aller jusqu'au bout. Et en plus, il y a les frais annexes que les gens ne comptabilisent pas. Avant de mon temps, il faut payer 2 000 ou 3 000 francs, ou même 5 000 francs. Et on te renvoyait pour la scolarité. Pour contribution. Et on était heureux de revenir à la maison. Quand on te chasse là, tu prends ton ardoise dans ton sac, tu sautes dans la rue. On ne savait pas que c'était une erreur. Mais bon, dans notre temps, c'était ça. Mais c'était les seuls frais qu'il fallait payer. Aujourd'hui, il y a les photocopies. Il y a le maître dit il faut envoyer 1500 aujourd'hui. Dans une semaine, le maître dit il faut envoyer 1000 francs, c'est 500, c'est 2000. On ne sait même pas à quoi servent les fonds que les maîtres nous prennent. Mais ce qui est sûr, on en prend. Ça fait que beaucoup de parents n'ont pas les moyens aujourd'hui. Et en plus, il faut ajouter à tout ça le climat socio-économique dans lequel nous sommes aujourd'hui. Moi, je n'ai rien contre personne. Mais cette année, de milliers d'enfants au Bénin ne sont pas allés à l'école. Beaucoup ont été retirés de l'école, pas du fait des grèves, parce que les parents sont devenus pauvres. C'est vrai. Les gens n'ont plus les moyens aujourd'hui d'entretenir les enfants. Je disais, ce n'est pas parce que je suis miséreux que je n'ai pas mangé et que ma femme est à côté de moi, je vais la regarder toute la nuit. Mais donc, si on fait et que grossesse vient, l'enfant grandira. Oui, Aurélien. Oui, les sous-annexes, les frais annexes qu'on crée, il faut savoir qu'en votre temps, ce n'était pas le même programme. Oui. Les nouveaux programmes suscitent plus d'investissement que les programmes intermédiaires. Mais ça ne voudrait pas dire que les programmes intermédiaires qu'on met en pratique aujourd'hui ont permis aux enfants d'être plus intelligents que nous. Non, du tout pas. Au contraire. Au contraire. Et moi, je me dis, les concepteurs de ces programmes... Je crois que j'avais donné la parole à Aurélien. Vous allez reprendre la parole tout à l'heure. Vous allez reprendre la parole, oui, Aurélien. Et je rappelle aussi que même quand les enfants sont précocement sortis des écoles, il y a ce qu'on appelle deuxième chance, les classes de deuxième chance. Et même s'ils ont déjà fini la couture, la coiffure, on les envoie encore dans une autre école spécialement. Et il a les partenaires, je pense, l'UNICEF. Oui, et ils finissent. Et ça prend le coup comme normal. Donc, moi, je vois que même quand l'enfant est déjà quelque part, tout n'est pas encore perdu. On peut le
le relancer. Depuis plusieurs années, Aurélien, je reste avec vous. Les gouvernants dénoncent peut-être la maltraitance des enfants. Quelqu'un qui, par exemple, s'estime miséreux ou qui n'a pas les moyens envoie peut-être son enfant en ville, chez un oncle, chez un cousin. Et par finir, l'enfant est vendu ou on exploite illégalement cet enfant-là dans des travaux qui le dépassent. Est-ce que, Aurélien Aïssou, le travail, je vais peut-être traduire le terme, le phénomène Vidomégon a été finalement combattu efficacement au Bénin? Bon, moi, je vois que ça en tout cas, mais ce n'est pas encore totalement. Ça a pris, oui, sincèrement. Et même le parent, quand, entre griffes aussi, quand on estime très pauvre, refuse que même si il prend du sac, que l'enfant prenne du sac avec lui. Donc, moi, je vois que pratiquement les gens ont pris conscience et ils ne voient plus, je n'ai plus cette ambition, puisque au départ, on les trahissait. On pensait que mon enfant irait là-bas et c'est un genre des autres rurales déguisés qu'on envoie pour estimer que l'enfant reviendrait pour faire avancer les autres frères. Néanmoins, il est là, il est parti pour périr. Donc, Mathias Ossou, le mythe de la ville est tombé. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, on est en train de constater que les gens ne quittent plus le village pour la ville, hein, pour les villes, mais c'est le contraire qui va s'observer bientôt. Parce que les gens ont compris que dans les villages, là, il faut travailler. Il faut travailler dur, contrairement au petit qui est à Cotonou, qui va s'asseoir au bord du goudron là, pour tendre la main et prendre l'argent. Et je crois que c'est ce qui se fait actuellement et je souhaite même que ça continue pour qu'on puisse régler ce problème de maltraitance d'enfants. Rodrigue Confort. Bon, je compléterai pour dire que malgré tous les efforts que les gouvernants, les institutions internationales, tous ceux qui sont impliqués dans la lutte contre le phénomène Vidomégon sont en train de déployer, il y a quand même des couacs. Parce que prenez l'exemple de ce qui s'est passé à Ouida la dernière fois, où un agent de police parce que quand tu as laissé son enfant chez lui, il a battu l'enfant jusqu'à ce que l'enfant ne meure et soit pendant devant la justice. On n'ira pas plus loin que ça. Ça veut dire que le phénomène existe, le phénomène est là, mais bon, il faut continuer la sensibilisation jusqu'à ce qu'on puisse éradiquer totalement ce problème-là. Et il faut rappeler, c'est toujours le même problème qui engendre les mêmes conséquences, la pauvreté. Tant qu'on n'aura pas nous-mêmes trouvé un moyen efficace de lutter véritablement contre la pauvreté, pour dire maintenant on peut nous-mêmes créer des activités qui puissent nous ramener un peu de ressources pour qu'on puisse s'autosuffire, le problème d'enfants maltraités persistera toujours. Vous voulez vous dire qu'il faut aussi une loi pour limiter les naissances? Oui, absolument. Absolument. Dans d'autres pays. C'est à croire que vous lisez dans mes pensées. Emmanuel Macron avait dit en 2017 que le problème de l'Afrique réside notamment dans l'excès du nombre d'enfants par famille. Et il estimait que si on pouvait réussir à ne plus faire beaucoup d'enfants, eh bien peut-être qu'on va contrôler un peu ce qu'on appelle le travail des enfants et aussi profiter de ce moyen-là pour se développer. Rodrigue Renvaux. Moi, je vais dire que le problème de Macron, c'est, comme je répète mot pour mot ce que quelqu'un a dit sur l'info du vrai sur Canal+, c'est sa virilité. Nous, en Afrique, nous n'avons pas les mêmes problèmes. Notre problème en Afrique, nous le connaissons. Notre problème, ce n'est pas lié au nombre des enfants que nous faisons. Les Chinois ont fait plus d'enfants que nous à une certaine époque. Mais revenons à la réalité. Les Chinois à partir d'un certain moment, il faudrait... Aujourd'hui, le cadre béninois qui veut se développer, c'est qu'il ne fera pas plus d'enfants que les moyens dont il a. Donc, si tu veux vraiment aller de l'avant, tout le monde sait que le système de planification des grossesses est un très bon système. Ta femme peut retomber enceinte quand elle le veut et si tu le veux. Donc, il suffit de suivre les règles et puis ça marche. Je crois qu'il faudrait forcément encourager le système de planning. Mais bon, il ne faut pas qu'on puisse nous l'imposer. C'est d'abord une question de souveraineté, à mon avis. On ne peut pas se laisser aller. Souveraineté sexuelle? La sexualité fait partie de la souveraineté parce que si tu n'es pas libre, si tu n'es pas souverain, tu ne peux pas penser à ta sexualité. Donc je crois que les déclarations de Macron ne devraient pas faire courir nos dirigeants, mais que nos dirigeants doivent s'asseoir eux-mêmes, réfléchir pour voir notre problème aujourd'hui. Je continue de dire, l'Africain, même s'il ne mange pas et qu'il dort à côté de sa femme, ce qui est sûr, il va lui faire le truc. Et quand la fin doit lui faire prendre conscience. S'il souffrait vraiment, ça doit lui faire prendre conscience. D'accord. Les pays en guerre où les gens s'entretuent, les gens sont en train de se massacrer mais continuent de faire des enfants. Ça veut dire que c'est un besoin physiologique qu'on ne peut pas contrôler chez un humain. Aurélien Aïssou, faut-il limiter le nombre d'enfants? Bon, pas conscience. Toi-même de savoir qu'il faut limiter ou pas. Parce que ça dépend de ce que tu en dis effectivement. Si tu n'es pas ambitieux, c'est pas parce que tu as une position. Par exemple, c'est pas parce que tu as une position. Pour fixer un nombre, pour dire bon, en République du Bénin. On en reviendrait là.
On en viendrait là parce que oui. ce sont ceux-là, ce sont ces enfants laissés dans les rues qui constituent les pôles de la délinquance. Ça, c'est des pépinières de délinquance. Et là, toi qui vas travailler, lui, il attend à s'attaquer à toi. Par conséquent, tout le monde est interpellé et on en viendrait là. D'accord. Mathias Ossou, votre avis sur cette même question? Je ne serai pas du même avis que mes deux confrères parce que moi, j'ai une autre vision du développement. Et Macron qui a dit ça, lui, il a combien d'enfants? Maintenant, pour commencer. Et quand on en vient au pays, vous prenez le Nigeria à côté, qui a une population de plus de 120 millions d'habitants. Ils sont beaucoup plus développés que nous, qui sommes qu'une dizaine, douzaine de millions. Bon, d'accord. Mais vous savez, on peut laisser l'homme faire autant d'enfants qu'il peut supporter. C'est ça l'essentiel. Oui. Est-ce que tout le monde pense comme vous? Est-ce que les gens se disent, bon, moi, je n'ai pas autant de moyens, je limite le nombre d'enfants? Il y a certaines personnes qui disent même que ce que lui n'a pas pu faire, ses enfants vont le faire. Et que, bon, même dans certains villages, on dit, si deux enfants meurent, il va aussi me rester les tel enfants nombre. qui sont dans les rues ne sont pas nécessairement issus des familles où ils sont nombreux. Hein. Non, parfois il y a des gens qui ont un enfant ou bien deux enfants et qui finissent dans la rue. Alors que d'autres en ont jusqu'à 5, 10, 8 qui sont devenus des cadres. Il faut voir, on entend des noms de familles aujourd'hui où au moins il n'y a même pas un qu'on peut jeter. Alors qu'ils sont plus d'une dizaine, quinzaine. Alors que dans d'autres familles, là, ils sont à peine uniques. Et puis, le monsieur avait beaucoup d'enfants, beaucoup d'argent. Il a fait 3 enfants qui ont fini drogués, qui ont fini prostitués, qui sont venus sur le palais. C'est une question de utilisation comme la BPF le fait déjà. Oui, très bien. On est au terme du débat. Une question fermée pour tout le monde, c'est oui ou non. Peut-on finir avec le travail des enfants d'ici les 10 prochaines années, oui ou non? Si une volonté politique, si une volonté politique suit, c'est oui. Très bien, Aurélien Isson. Oui, trouver les stratégies de développement, c'est oui. Mathias Ossou. Oui, également, si on trouve les stratégies de développement accompagnées d'une politique, bonne politique de gouvernement, ça peut finir. Et d'engagement surtout, ça peut finir. Il faudra donc alors que le gouvernement trouve les stratégies adéquates pour pouvoir y arriver. Merci à tous d'avoir été sur ce plateau. Mathias Sossou, directeur général du journal Gongoron, merci d'avoir été là. Aurélien Isson, directeur général également de Cartes sur Table. Et puis Rodrigue Renvaux, vous êtes aussi le patron du journal Sud Courrier. Merci à tous d'avoir été là. Et merci également à vous de nous avoir suivis.